Merci d'assister à cette troisième table ronde, dont le sujet sera la santé connectée, un marché d'opportunités pour notre territoire. Nous avons pu organiser cette table ronde grâce à un certain nombre de soutiens et nous avons choisi de faire intervenir chaque soutien pour qu'il se présente. Donc, je vais vous laisser Vincent intervenir, présenter la CDE. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors effectivement, je ne vais pas présenter la CDE, puisqu'on est à Monaco, et j'espère que les monégasques connaissent un tant soit peu la CDE. Par contre, hormis le sujet donc, sur le MSBH, Monaco Sophia Business Hub, et Hervé vous en parlera tout à l'heure, et nos professionnels ici présents sont bien plus experts que moi-même pour parler de l'e-santé. Par contre, je tiens à souligner qu'on a réussi pour la première fois, enfin du moins à ma connaissance, à œuvrer communément avec nos amis voisins, à savoir Team Côte d'Azur et la CCI de Nice. Je pense à titre personnel que nous sommes plus complémentaires que concurrents. Et là, en l'occurrence, sur ce forum, nous avons travaillé ensemble sur la partie française avec le recours de sociétés françaises et sur la partie monégasque avec des représentants de la principauté. Nous concernant au niveau de la CDE, plus encore que le sujet, encore une fois, c'est mettre en avant cet état de fait et le fait qu'avec la région voisine, on est prêt à œuvrer ensemble pour faire de sorte que l'essor économique de nos deux régions soit fait ensemble et qu'on arrive à faire de belles choses. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais passer la parole très rapidement à la CCI de Nice et à Team Côte d'Azur et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Vincent, je n'ai pas fait l'introduction, donc Vincent c'est le directeur général de la CDE, donc là on va laisser la parole à Olivier Guilin, donc directeur entreprise de la CCI. Merci, j'essaierai d'être le plus bref possible, je crois que le plus intéressant est à la tribune. Je rejoins Vincent Lauza sur le plaisir qu'il y a à voir aussi bien en termes d'organisateurs qu'au niveau de l'estrade de nos deux territoires réunis. Je pense que les défis auxquels nous aurons à faire face et auxquels nous avons d'ores et déjà à faire face. Et je pense que la e-santé et la santé d'une manière générale est un défi que nous ne pourrons relever qu'ensemble et à l'échelle d'un territoire pertinent. Et le nôtre ici est à une échelle pertinente quand il réunit nos deux entités. Je pense que les enjeux économiques qui sont liés à la e-santé sont multiples. On va en aborder quelques-uns aujourd'hui. Je pense qu'ils sont liés évidemment à la notion d'incubation, de financement, la notion aussi de protection des données, la notion aussi d'un problème sociétal qui se pose, qui est celui de la e-santé. Et en tout cas, en ce qui concerne notre Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, je le répète, nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble et nous serons toujours aux côtés des entrepreneurs, quels qu'ils soient, pour faire en sorte de faire grandir notre territoire et de faire en sorte que nos entreprises puissent y trouver le meilleur moyen d'y s'y épanouir. Et en tout cas, merci de nous avoir conviés et puis je suis sûr que le débat va être très intéressant. Merci à vous. Merci Olivier. Donc nous allons accueillir maintenant Jacques Le Sueur, le directeur général de Team Côte d'Azur. Bonjour à tous, ça fait un peu défilé, mais enfin c'est pas bien grave. Oui, c'est pas trop formaliste. Le défilé non formaliste a vraiment pour objet personnellement de vous dire ma joie d'être parmi nous aujourd'hui, parce que ça concrétise une démarche engagée il y a plus d'un an avec la Chambre de développement économique, qui part du principe que la Côte d'Azur, dont j'ai la fierté de diriger l'Agence de développement économique à l'international, n'est rien sans Monaco, et sans avoir la prétention d'affirmer l'inverse, je ne suis pas loin de penser l'inverse. On est là pour chasser en meute, pour innover ensemble, pour faire des projets en commun. Et s'agissant particulièrement de la santé connectée, on est là sur un sujet qui est au cœur de la stratégie de territoire, tant de la principauté que de la Côte d'Azur. C'est l'enjeu de demain. En France, puisqu'on est à l'étranger ici, c'est l'enjeu majeur d'un dossier qui s'appelle French Tech Côte d'Azur que nous portons tous ensemble. Et donc, je souhaite remercier notre partenariat qui officialise vraiment les premières étapes d'un travail ensemble sur un sujet phare. Je remercie nos intervenants de venir contribuer à la richesse de ces débats et je vous souhaite à tous le meilleur accueil et surtout le meilleur accueil dans nos agences et sur nos territoires en cas de besoin. À bientôt. Merci Jacques. Yannick Quintel, donc le président du Monaco Sophia Business Hub. Merci, bonjour à tous. Très rapidement, le Monaco Sophia Business Hub se met à votre disposition, comme l'a très bien dit Jacques Le Sueur à l'instant.
On est là évidemment pour valoriser l'attractivité de ce beau territoire, Monaco plus la Côte d'Azur, au travers des nouvelles technologies, high-tech et aussi low-tech. Donc notre association est une jeune association monégasque, mais qui fédère bien au-delà des frontières administratives historiques. Et je vois dans cette salle des visages jeunes et moins jeunes, donc on va évidemment, cher Daniel, faire un amalgame formidable de cette jeunesse, de ces retours d'expérience. Et évidemment, quel est le sujet qui, mieux que la e-santé, peut illustrer cette démarche? C'est notre proposition de valeur aujourd'hui pour regarder ensemble comment nous pouvons travailler pour demain et léguer à nos jeunes têtes blondes, évidemment, un monde meilleur. Donc ensemble, chers amis, on va travailler sur la façon de développer l'attractivité et la santé connectée pour le bien-être de tous. Merci encore et bravo pour nos conférenciers qui vont vous présenter maintenant la conférence. Merci à vous. Merci Yannick. Bon, je vais être très bref parce qu'en fait, effectivement, on va laisser les intervenants se présenter par eux-mêmes. Nous allons aborder cette table ronde sur 3 points. Le premier point, l'hôpital connecté, donc en fait où Madame Sautier et Monsieur Maléa interviendront. Ensuite, après, le second point, c'est innover dans le domaine de la santé connectée, où là nous aurons une expérience, où vous aurez effectivement une expérience d'entrepreneur. On va vous démontrer une expérience d'entrepreneur. Et le troisième point, c'est la santé connectée côté patient, où là le docteur Philippe Kuentz et monsieur Fabrice Paquin interviendront. Marie-Agnès, je vais vous laisser débuter cette présentation et puis voilà, allez-y. Donc, je me présente. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Agnès Sautier. Je suis directeur du système d'information à l'hôpital de Monaco, donc hôpital public, et également président de l'association des directeurs informatiques de Monaco. Déjà, un premier mot sur l'hôpital de Monaco, qui est l'hôpital public de référence. Le centre hospitalier Princesse Grace a actuellement 2500 salariés, dont un peu plus de 200 médecins, qui ne sont pas forcément tous à temps plein, selon les spécialités. Ils interviennent parfois une demi-journée par semaine pour offrir à l'ensemble des résidents et à la principauté toutes les compétences nécessaires pour traiter tous les aspects de la santé à Monaco. Il y a 900 lits de disponibles, donc c'était un très bel établissement. Aujourd'hui, pour gérer l'ensemble des patients, nous avons 400 000 dossiers patients numériques. Donc ça représente tout le bassin de la région autour de Monaco, mais également, bien entendu, tous les patients qui sont de passage. On a quand même plus de 18 000 nouveaux patients qui viennent à l'hôpital chaque année. Et donc on a un grand projet pour le début des années 2020 qui est la construction d'un nouvel hôpital qu'on veut être complètement numérique. Donc notre devise, c'est hôpital tout numérique et excellence des soins. Donc quels sont les enjeux pour un hôpital aujourd'hui et plus particulièrement, on va dire, de celui de Monaco? On a beaucoup de défis à relever qui sont entre autres la baisse démographique médicale, particulièrement dans les pays voisins. De fait, avec le numerus clausus, mais également parce que la réglementation fait que les médecins, quelque part, travaillent peut-être, ont des amplitudes horaires moindres par rapport à ce qui se faisait il y a une quarantaine d'années. On a une hausse des maladies chroniques qui est tout à fait liée au vieillissement de la population. Et en même temps, on a un autre défi à relever, ça c'est lié, on va dire, à la réglementation de la tarification en France, qui est donc une tarification à l'activité, donc très encadrée, avec, on le sait, dans les années qui viennent, des pertes de revenus très importantes qu'il va falloir donc compenser pour pouvoir rester dans un équilibre. Alors, quels sont nos objectifs? C'est bien sûr de réduire nos coûts et donc en raccourcissant les séjours, puisqu'en fait, la tarification à l'activité, ça veut dire qu'on aura un prix qui sera fixé pour chaque pathologie traitée à l'hôpital.
Et néanmoins, pour pouvoir rester attractif, avoir un saut qualitatif des soins. On a un autre objectif, c'est de décloisonner, autant que faire se peut, l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, donc entre les différents métiers, donc médecins, paramédicaux, mais également avec la ville ou les autres établissements partenaires, que ce soit en principauté ou donc dans le pays voisin, dans la région qui est Monaco et Alpes-Maritimes. Donc, un décloisonnement avec une meilleure communication entre l'ensemble de ces communautés. Et tout ça pour, bien sûr, accroître l'attractivité de l'hôpital de façon à garder, on va dire, à la fois suffisamment de patients, satisfaire les patients, mais également satisfaire les prescripteurs qui nous envoient les patients. Donc, une des solutions pertinentes pour justement offrir des nouveaux services et rester attractif, c'est la télésanté et la médecine collaborative. Donc il y a des expériences dans beaucoup de pays, et donc on voudrait s'appuyer aussi sur certaines expériences réussies et également d'études qui démontrent qu'effectivement il y a des recettes, des économies, on va dire, qui peuvent être engendrées grâce au déploiement de la M-Santé, la mobilité, donc à travers toutes les applications et les informations qu'on peut avoir sur les mobiles. Également, donc, un partage de l'ensemble des données médicales, donc à la fois pour le patient, mais également pour les médecins qui traitent le patient, l'ensemble des professionnels de santé, donc accès à un dossier médical, accès aux résultats et également à l'imagerie, donc à l'instar de ce qui se fait dans certaines régions, avec la mise en place de PACS, ça s'appelle comme ça, c'est un nom barbare, pour dire qu'on partage, on va dire, dans une sorte de cloud, l'ensemble des images des patients entre les différents professionnels pour éviter que les patients aient à subir de nouveaux examens du fait que les données ne seraient pas partagées. Donc, un suivi du parcours de soins. Donc, il y a des initiatives déjà qui existent où certaines sociétés, en fait, développent le suivi des patients pour s'assurer qu'ils respectent bien, on va dire, les prescriptions des médecins, à savoir des visites régulières ou un certain nombre de prises de médicaments. Donc, c'est un peu du coaching médical. Donc, c'est des choses qui se développent. Nous, au niveau de l'hôpital, on souhaite aussi mieux communiquer avec les patients, donc avec des prises de rendez-vous en ligne et des rappels de rendez-vous par SMS, parce qu'en fait, on se rend compte que de temps en temps, les patients, ils oublient de venir. Et donc, c'est dommage, surtout sur certaines spécialités où la file d'attente est assez longue. Et enfin, donc, avoir un dossier du patient pour tout ce qui est soins à domicile. Donc, partager un dossier de soins entre l'hôpital et le domicile. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nos patients, ils attendent effectivement de la e-santé, ils attendent de la M-Santé, ils attendent aussi d'avoir, on va dire, l'équivalent d'un coffre-fort de santé online qui permettrait de partager facilement les différentes informations le concernant. Donc, le patient, il attend des choses à l'hôpital et il attend des choses en ville. À l'hôpital, donc, on met en place des systèmes de géolocalisation des personnes, en particulier sur certaines maladies de type Alzheimer, pour éviter que les patients se perdent, ce qui pourrait arriver. Donc, il y a un certain nombre de techniques comme ça qu'on a déjà en place dans notre centre de Géronto, centre Régnier 3, et également à la Quiétudine, qui est la maison de retraite en ville. On met en place également de la domotique et des terminaux multimédia qui permettent en fait d'avoir toute la domotique dans la chambre, donc pour un plus grand confort du patient et l'accès, on va dire, à un certain nombre de services multimédia tels que, bien entendu, la télévision, mais les radios, les livres en ligne, etc. Des services de commande de repas électroniques. Donc aujourd'hui, les hôtelières de l'hôpital prennent directement les commandes des patients et ça va directement à la cuisine. Un lien social, donc un lien social pour permettre aux patients de se connecter avec leur famille, donc développer un service Wi-Fi. Donc aujourd'hui, on a déjà un premier niveau de service qu'on va améliorer pour permettre aux patients de rester connectés.
et c'est demandé, quel que soit l'âge. Hein. Ce n'est pas seulement des patients de 20 ans qui demandent à être connectés. Il y a les patients assez âgés qui veulent rester connectés avec leur famille. Et également, donc, l'éducation thérapeutique. Donc, l'usager est de plus en plus expert. Il accède à travers des sites Internet à des tas d'informations. Donc, il faut qu'on développe des sites de santé 2.0, peut-être demain autre, pour leur donner l'ensemble des conseils qui leur permettront, on va dire, de prendre en charge leur santé. Le patient, il est acteur de sa santé de plus en plus. En tout cas, il faut lui donner les moyens d'être acteur de sa santé. C'est important pour la prévention et le suivi de l'ensemble des patients. Enfin, il faut développer des services de télémédecine. Donc aujourd'hui, on a déjà des services de télémédecine qui existent. Il faut savoir que ce qui se développe de plus en plus, c'est les téléconsultations. Bon, vous savez que les gens, nous les premiers, on se connecte de temps en temps quand on a certaines maladies ou des amis qui ont certaines pathologies, on se connecte pour avoir plus d'informations. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'expériences, de e-prescription, de centres d'appel qui permettent aux patients, parfois dans des zones relativement éloignées, les gens veulent avoir un conseil, soit par mail, soit par téléphone, et donc ça c'est important de pouvoir leur offrir. La téléexpertise, on le fait déjà, c'est des deuxièmes lectures quand il y a des examens un peu particuliers, donc les médecins entre eux s'envoient des examens pour une deuxième validation. En téléradiologie, ça se fait beaucoup par manque de radiologues, tout simplement. Donc, il y a certains hôpitaux qui, effectivement, utilisent des services de téléradiologie. La télésurveillance médicale, ça, moi, je crois beaucoup à un développement autour de la télésurveillance, de façon à éviter que les patients reviennent en urgence, alors qu'en fait, on aurait pu identifier en amont, effectivement, un paramètre qui passait au rouge et donc rappeler le patient avant qu'il arrive aux urgences. Et enfin, la téléassistance, donc ça c'est très bien dans les zones de désertification, mais nous on peut très bien développer à Monaco ce type de service. Et donc c'est permettre, on va dire, à un médecin spécialiste d'intervenir à distance sur un certain nombre de pathologies, pour éviter que les patients soient obligés de se déplacer. Donc c'est très bien pour les patients qui sont entre autres à mobilité réduite. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire sur la vision qu'on peut avoir au CHPG de la santé connectée. Merci Marie-Agnès. Merci Marie-Agnès, nous aurons l'occasion de vous poser des questions en fin de table ronde. Béatrice, ne me grondez pas, c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. J'ai complètement oublié d'annoncer que la conférence était retransmise en direct sur Internet à travers le site monacobusinessexpo.com et ou à travers le hashtag sur Twitter Monaco Business Expo. Voilà, 1000 excuses. Donc nous allons donner la parole maintenant à Patrick Maléa, donc je vous laisse vous présenter et intervenir toujours dans le cadre de l'hôpital connecté d'aujourd'hui et de demain. Merci, bonjour à tous. Donc Patrick Maléa, je suis le directeur de la stratégie de l'innovation et des grands comptes d'une entreprise de Sophia Antipolis, donc l'entreprise Axelis. Je vais développer un propos relativement court, parce que d'abord je crois que j'ai 7 minutes, c'est bien ça, en 3 points. Et en premier, en propos liminaire, je dirais déjà, je suis très heureux d'être aux côtés de Mme Sautier, puisque nous avons la chance de développer un certain nombre d'opérations avec ce client bien particulier qui est le CHPG. Et puis, je remercie aussi quand même nos partenaires azuréens qui ont pensé à ce que nous pouvions être un partenaire intéressant pour pouvoir communiquer à cette table ronde. Les 3 points que je vais développer, c'est 3 mots-clés. Une réalité, un enjeu et une vision. Une réalité, aujourd'hui, l'entreprise Axelis, c'est une entreprise qui a été créée il y a à peu près 14 ans. C'est une entreprise qui s'est développée uniquement au croisement du numérique et de la santé, en particulier dans le monde hospitalier, car oui, l'hôpital se transforme pour être un acteur plus performant et donc utilise l'ensemble des solutions qui lui permettent de pouvoir travailler
mieux, travailler différemment. Et c'est vrai que la révolution du numérique n'est pas juste une vue de l'esprit sur l'utilisation de gadgets technologiques, mais au contraire, un moyen de refonder les organisations professionnelles au sein de l'hôpital. Donc cette réalité nous a permis en 14 ans de créer une entreprise qui aujourd'hui emploie plus de 40 personnes, dont 35 ou une trentaine d'ingénieurs, de développer un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et de faire en sorte d'équiper 250 clients en France, et en particulier, et vous le verrez sur mon slide de clôture, de devenir un opérateur de service. Parce que les Français et les Françaises, et ça vaut pour les monégasques ou pour les Européens, ne s'attendent pas à trouver de la technologie quand ils ont besoin de solutions en matière de santé. Ils attendent de trouver des services. Je veux avoir la bonne réponse au bon moment, quand j'estime que ma santé est en jeu et quand je pense que bien souvent des sujets de santé sont une urgence, en tout cas pour moi, pour mes enfants. Et donc que voulons-nous? C'est avoir la bonne réponse au bon moment. Alors Axelis a développé son savoir-faire en partant d'un métier historique qui s'est transformé grâce au numérique, qui est l'imagerie, et vous le voyez sur cette diapositive, en développant un certain nombre d'usages. Donc l'imagerie a été un bon moyen de développer l'entreprise, mais aujourd'hui nous sommes aussi présents dans des domaines comme la consultation, en tout cas la téléconsultation, l'hospitalisation vers derrière des prestations d'hospitalisation à domicile, et des sujets qui peuvent être aussi le fait de pouvoir organiser des filières intégrant de la rééducation ou d'autres sujets. Mais quels sont les mots-clés de la promesse du numérique? Ce ne sont pas des mots-clés qui vous parlent de Internet, qui vous parlent de RFID, qui vous parlent de technologie, mais ce sont des mots-clés qui doivent être avant tout des mots-clés liés à l'amélioration de la qualité du service rendu. Si vous pensez aujourd'hui vouloir vous développer sur le secteur du numérique, que vous soyez entrepreneur, ou si vous êtes aujourd'hui un client qui peut développer une nouvelle approche, une nouvelle offre grâce au numérique, c'est parce qu'avant tout, vous voulez améliorer quelque chose. Et donc la logique qui est la nôtre aujourd'hui dans ce secteur-là, c'est de promettre à nos clients plus d'efficience, les aider dans la décision, plus de qualité, faire en sorte qu'un certain nombre de data soient disponibles pour enfin rendre pilotables les activités de santé. Parler de productivité, oui, clairement, les organisations comme le CHPG ou comme d'autres clients que nous avons en France ont besoin d'améliorer leurs organisations et de créer plus de productivité. Traçabilité, savoir ce qui s'est réellement passé, pouvoir expliquer ce qui se joue dans les organisations soignantes, de la sécurité, des règles. Et puis dernier point, de l'interopérabilité, parce que l'hôpital est une fabuleuse maison. Un hôpital connecté, ce sont des tas de mondes qui doivent être connectés, de la logistique, de la blanchisserie, de l'organisation liée à des déplacements. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'en va pas juste d'essayer de numériser ce qui serait tel ou tel aspect de la pratique médicale, mais au contraire de créer un écosystème capable de pouvoir s'articuler et de faire en sorte que de la valeur ajoutée se crée entre différents mondes. Alors pour clôturer cela, notre promesse aujourd'hui, en tant que jeune entreprise, puisque 14 ans c'est un adolescent, nous voulons aujourd'hui aller plus loin. Et ça va ouvrir justement à la présentation d'autres entreprises que je connais bien, comme M2M Solutions par exemple. La problématique de l'hôpital, c'est de créer de la permanence. Quand vous êtes aujourd'hui soigné, en particulier dans un hôpital, vous avez besoin d'un service après-vente, si je puis me permettre d'employer cette expression. Parce que quand vous sortez de l'hôpital, que ce soit pour un moment heureux, une maternité, ou que ce soit pour une suite, une convalescence, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une continuité. Et donc la logique du numérique aujourd'hui, c'est d'accompagner le fait que l'hôpital, qui par exemple a la lumière 24 heures sur 24 de disponible, a des équipes 24 heures sur 24 de disponibles, puisse continuer à offrir des services sans que vous soyez obligé de revenir à l'hôpital et aux urgences. Mais au contraire, vous proposez cette notion de service après-vente. Et l'offre d'Axelis, dans les prochains mois, et en particulier, je l'espère, avec le CHPG, c'est de faire en sorte que ce savoir que nous trouvons à l'hôpital, nous puissions aussi le rendre disponible dans des services qui sont tournés vers la médecine de ville. Ben oui, je retourne voir mon généraliste. Est-ce que mon généraliste est bien informé de ce que j'ai eu, de comment une intervention chirurgicale s'est passée, des suites qui doivent être données, mais aussi faciliter la relation avec le médico-social. Nous avons une chance en Europe, nous vieillissons. Alors il nous faut maintenant créer des passerelles fortes entre le sanitaire et le social et faire en sorte que
les citoyens n'aient plus les pertes de chance qui consistent à dire « j'ai été bien soigné, mais quand je suis retourné chez moi, malheureusement, je n'ai pas trouvé les services qui devaient me permettre de réussir ma convalescence, voire de réussir mon retour à domicile ». Et puis ça a été dit par Madame Sautier, et je terminerai là-dessus, nous sommes des citoyens responsables, en tout cas nous aspirons tous à devenir autonomes, non pas autonomes vis-à-vis de la dépendance qui est liée au grand âge, mais autonomes dans le sens que nous voulons pouvoir nous orienter facilement et donc nous devons pouvoir accéder à nos données, un coffre-fort numérique pour y mettre un certain nombre de données, mais aussi des données qui nous permettent de plus facilement régler cette complexité, parce que c'est complexe aujourd'hui de pouvoir s'en sortir dans le monde de la santé. Vous savez, une étude, et je terminerai là-dessus, a été publiée, mais suivant qui vous êtes, où vous êtes, vos origines, votre niveau social, vos relations, vous avez une espérance de vie qui peut être réduite de 7 ans. Et donc moi, je prône aujourd'hui une aventure dans le numérique qui doit permettre de refonder réellement l'égalité des chances et permettre à tous nos concitoyens de pouvoir trouver la bonne réponse au bon moment. Voilà ce que nous promettons aujourd'hui aux côtés de nos clients, en particulier les hôpitaux, pour faire en sorte que l'innovation numérique serve l'autonomie de nos concitoyens. Merci. Merci Patrick, merci pour le lien avec Olivier Courtade. Ah non, c'est pas Olivier Courtade, il n'a pas pu venir, mais Céline Corvisier donc, représente effectivement la société M2M Solutions. À vous la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez mieux? Céline Corvisier, je remplace Olivier Courtade qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et je représente donc la société M2M Solutions. L'objectif de notre témoignage aujourd'hui, c'est simplement vous montrer qu'il y a des entreprises qui essaient d'innover dans le domaine de la e-santé et vous apporter donc, des témoignages concrets sur ce que l'on fait chez M2M Solutions. Donc, très rapidement, je vais vous présenter qui nous sommes pour vous permettre de comprendre un petit peu le contexte. Olivier Courtade a créé M2M Solutions en 2004, donc il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, M2M Solutions, c'est une trentaine de salariés répartis sur 2 sites de R&D, à Sofia, Antipolis et à Sofia, en Bulgarie. Historiquement, en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le développement d'une plateforme de services sécurisée, donc une plateforme machine-to-machine, qui dans le temps nous a permis d'adresser des usages tels que la gestion de flotte, le fleet management, des projets de colliers pour chiens connectés, des projets de sécurité, etc. Le fait est que depuis 2007, puisque nous sommes une petite entreprise, nous ne pouvons pas poursuivre tous les projets intéressants que propose le machine-to-machine. Nous avons décidé d'avoir un focus stratégique sur la maison connectée. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus précisément ce que l'on est capable de faire dans le domaine de la e-santé au domicile. Notre technologie, notre savoir-faire, très rapidement, c'est une spécificité aussi que nous avons chez M2M Solutions, c'est la maîtrise de l'intégralité de la chaîne machine-to-machine. Alors, je vais vous expliquer très rapidement ce dont il s'agit. Accrochez-vous, c'est la partie technique de la présentation. La manière dont nos produits sont architecturés, sont structurés est très simple. On a systématiquement un hardware qu'on va appeler une box qui communique localement avec un certain nombre de capteurs. Donc, quand on parle de domotique, ça va être des détecteurs de mouvement, d'intrusion, de détecteurs de fumée, ce genre de choses. Quand on parle de la e-santé, ça va être des capteurs de glucose, des capteurs de pression sanguine, des capteurs de mouvement aussi qui peuvent être utilisés à des fins de santé. Cette box est connectée en temps réel par Internet à une plateforme de service sécurisée, bien sûr, qui contient une logique applicative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, l'utilisateur final peut accéder à l'intégralité des services proposés par les solutions, des scénarios, des alertes en temps réel, par le biais d'interfaces qu'on va trouver sur les tablettes, sur des PC, sur des smartphones ou autres, et qui est connecté à ce système. Donc voilà, c'était la partie technique, j'arrête maintenant. Donc c'est notre savoir-faire, c'est d'être capable de maîtriser l'intégralité des briques technologiques, donc le hardware, le firmware, la plateforme de service, les logiques applicatives, les interfaces, etc. Puisque je vous le disais, en 2007, nous avons mis un focus sur la maison connectée. Nous avons évidemment lancé des projets dans ce cadre-là. En 2010, nous avons lancé la Mixibox pour la société Mixity, qui est une box domotique qui a vocation à sécuriser le domicile. En 2011, nous avons développé un projet de plateforme de service pour Amdocs, qui est un énorme opérateur de billing pour les opérateurs télécoms.
En 2012, nous avons lancé en marque blanche pour le compte de Castorama, groupe Kingfisher, la Blissbox qui permet de sécuriser le domicile, de gérer la consommation énergétique. Il y a un bouton panique également qui est connecté à cette box. En 2014, là, nous sommes très, très heureux de pouvoir bientôt annoncer 2 déploiements avec 2 acteurs majeurs du marché des télécoms et du broadband. Et en 2015, nous allons déployer le projet Hibou que nous avons développé en partenariat avec l'UNADEV, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la e-santé, nous sommes à la conjonction de plusieurs contextes. Le premier, c'est le contexte démographique qui a largement été évoqué par Madame Sautier et Monsieur Maléa. Bien sûr, le vieillissement de la population dans nos pays occidentalisés, on a le papy boom, les personnes les personnes issues du baby boom qui aujourd'hui vieillissent et qui du coup posent un problème démographique. L'augmentation des maladies chroniques, aujourd'hui c'est plus d'un Français sur 6 qui est atteint d'une maladie chronique grave. Un contexte économique avec une explosion des coûts de santé. Pour ceux qui ont eu l'occasion de devoir placer un proche dans une maison spécialisée, voilà, le contexte économique est très très clair. Et cette problématique économique se pose aussi à l'échelle des gouvernements qui voient la facture liée aux frais de santé s'alourdir. Un contexte social. Les personnes qui sont en bonne santé mais qui sont considérées comme fragiles souhaiteraient pouvoir rester un petit peu plus longtemps à leur domicile, plutôt que d'être placées dans des maisons spécialisées qui souvent stigmatisent le vieillissement et qui sont souvent synonymes de marginalisation sociale. Et un contexte technologique, ça c'est pour le mieux. On est dans un monde où les objets sont connectés aujourd'hui avec l'Internet des objets. On a possibilité d'avoir des alertes en temps réel. Vous avez probablement entendu parler du big data, donc la possibilité de gérer ces données en masse et derrière d'être capable d'en tirer une analyse et un diagnostic utile pour les patients. Et la standardisation des protocoles qui permet aujourd'hui de pouvoir connecter un certain nombre d'objets sans que les initiatives soient forcément en silo et cloisonnées. Et donc c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui il y a une réalité marché sur la e-santé. Je vais donc vous apporter 2 témoignages. Le témoignage d'un projet que nous avons développé qui est en cours de déploiement, qui sera déployé en 2015, et un projet qui est peut-être un petit peu plus en amont dans la réflexion et sur lequel nous cherchons des partenaires. Alors le premier projet, qui est le projet Hibou, est développé en partenariat avec l'UNADEV. L'UNADEV, c'est la première association française pour les aveugles et les personnes non-voyantes et déficients visuels. Le projet est simple, l'idée du projet est simple, essayer de rendre aux personnes aveugles et aux déficients visuels l'autonomie visuelle qu'ils n'ont plus, en les équipant d'outils technologiques qui leur simplifient la vie. Donc Hibou, c'est le nom de projet qui a été choisi puisque c'est le seul animal qui peut voir dans la nuit. Donc, voilà. Aujourd'hui, le projet Hibou qui va être déployé en 2015 se compose de 3 éléments. Une base qui reste au domicile, qui est en fait un téléphone fixe et une centrale domotique. Donc cette centrale, elle est connectée à un certain nombre de capteurs qui permettent de sécuriser le domicile et de limiter les risques. Risque d'intrusion, risque domestique, d'incendie, d'inondation, etc. Qui assure également des fonctionnalités de téléphonie fixe. Une deuxième partie qui est un pendentif que l'utilisateur garde sur lui systématiquement et qui lui permet en mobilité d'être connecté, puisque dans ce pendentif, on embarque l'équivalent d'un téléphone mobile, un GPS piéton, qui permet de dire, voilà, dans 200 mètres, changer de trottoir, hein, c'est des choses qui semblent simples pour des voyants, mais qui sont des vraies problématiques du quotidien pour les non-voyants. Et une caméra embarquée qui a vocation à se substituer aux yeux que le non-voyant n'a plus. Et le troisième pan de cette solution, c'est bien sûr un dispositif humain qui vient compléter la solution avec un centre d'appel dédié
qui permet aux utilisateurs de ne jamais être seuls et de pouvoir soit faire appel à leurs proches si tel est leur souhait, et donc les appeler pour que leurs proches regardent à travers la caméra où est-ce qu'ils sont, les aider à savoir si ce qu'ils ont reçu comme courrier c'est une facture ou alors une publicité, ce genre de problématiques auxquelles on ne pense pas, mais qui sont des problématiques du quotidien pour les personnes aveugles et les déficients visuels. Donc ce projet qui va être lancé donc, en début d'année 2015, vous l'avez compris, la proposition de valeur elle est énorme, rendre un peu d'autonomie à ces personnes-là, les sécuriser à leur domicile et leur donner un accès simplifié à des technologies qui, pour les voyants, sont faciles d'accès et qui, pour les non-voyants, deviennent tout de suite une montagne à surmonter. Le deuxième projet que je voudrais partager avec vous, c'est un projet qui est plus axé sur le maintien à domicile et sur la cible des seniors, enfin des personnes, on va dire, en bonne santé, mais qui sont plus fragiles, qui s'appelle Senior ETV. Ce projet a vocation, en fait, à permettre à ces personnes-là de rester quelques années de plus chez elles en bénéficiant d'une assistance technologique et d'un lien permanent avec un certain nombre de services. Elle se compose tout d'abord d'une box qui se connecte à la télé. La télé, dans le cadre de ce projet-là, est vraiment le périphérique privilégié pour accéder aux services. Donc, de la même manière que précédemment, cette box se connecte à un certain nombre de capteurs pour sécuriser le domicile. Vous avez probablement entendu parler du Quantified Self, tous ces bracelets qui permettent de compter le nombre de pas, de savoir dans quel état de santé on est, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces initiatives qui sont un petit peu isolées peuvent demain complètement rentrer dans le cadre d'un projet comme Senior ETV et être intégrées comme un accessoire à part entière. L'objectif étant que tous les accessoires apportent des données qui vont derrière être stockées par le système et vont permettre d'une part une historisation des données, être capable de dire oh là il y a quelque chose d'anormal compte tenu du profil de ce patient, être capable de remonter des alertes et être capable d'historiser un certain nombre de choses. Donc le premier volet technologique, c'est cette box connectée à la télé, qui permet évidemment, vous l'avez compris, on est sur du do-it-yourself, pardon pour les anglicismes. L'objectif, c'est évidemment que ce ne soit pas réservé à une cible de technophiles, sinon évidemment on est sur une niche. Là, on est sur un portail unique, sans configuration, on branche à la télé et tout fonctionne. Cette box fait office de téléphone fixe, permet de la visioconférence, et elle est connectée en temps réel à un centre d'appel. Permet notamment, en cas de problématique, permet à l'utilisateur d'être directement connecté au centre d'appel. Elle permet, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le suivi de l'historique des informations. Si j'ai connecté un capteur de glucose parce que je suis diabétique, derrière, toutes les informations vont être stockées, accessibles depuis ce type d'interface. Le deuxième volet, c'est une télécommande qui fait aussi combiné téléphonique, qui permet à l'utilisateur d'accéder, de naviguer simplement dans les menus de son système, mais aussi de regarder la télé, d'appeler ses petits-enfants, etc. La volonté de ce projet, c'est pas seulement un projet techno qui a vocation à simplement historiser des données, c'est vraiment créer un lien social, créer un écosystème dans lequel le patient retrouve l'intégralité des services qui lui apportent la sérénité dans son quotidien. Et le troisième pan, c'est toujours un pan majeur qui est le pan humain, donc un call center dédié avec des services d'aide à la personne, que ce soit du repas à domicile, que ce soit du changement de perfusion, que ce soit suivi médical ou autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir une chaîne intégrée de services et que la technologie ne soit qu'un relais aux services humains qui sont proposés aux utilisateurs. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Céline. Donc maintenant nous allons donner la parole au docteur Patrick Couder, donc fondateur de IMS Pro et donc de la solution Ascamon. Merci à tous, bonjour. Donc je suis ici
j'allais dire, un petit peu gêné parce que je suis à parler comme chef d'entreprise alors que mon métier initial est médecin. Donc vous avez un médecin qui parle et je vais essayer de vous apporter donc la vision du médecin. Comment se fait-il qu'un médecin puisse rentrer dans le monde de l'e-santé, quels ont été, j'allais dire, les besoins qui l'ont poussé à ça. Et j'ai fait une présentation qui est justement un petit peu orientée sur l'aspect médical qu'un médecin qui crée une société et qui va apporter des services aux patients. Quel est son angle de vue et notamment la recherche médicale derrière ça. Voilà, alors donc je suis Dr Patrick Couder, je suis spécialiste en médecine du sport, médecine physique, donc je suis le médecin de l'Open de tennis depuis plus de 20 ans. Et si vous voulez, j'ai eu l'idée de répondre à la présence du sport du haut niveau et à la problématique du sport du haut niveau, qui est d'héberger les données médicales des athlètes de haut niveau. Et je trouvais que la principauté de Monaco avait des atouts pour représenter ce challenge. Alors, on a mis en place en 2007... Comment je change là ? J'ai juste... Voilà. C'est quel... Voilà. Donc on a mis en place la solution Ascamon. L'objectif était de centraliser les données médicales des athlètes de haut niveau. On était bien dans une niche très spécifique pour s'adresser au monde professionnel. L'idée étant évidemment partie de l'Open de tennis de Monaco, où on était très surpris de voir que de tournoi en tournoi, nos athlètes perdaient systématiquement leurs données médicales et qu'il était extrêmement difficile de reconstituer le dossier systématiquement à chaque tournoi. C'était à la fois embêtant pour les médecins, mais surtout embêtant pour les joueurs. Donc on s'est attelé à la tâche, c'était compliqué, on avait 3 challenges. Le premier, c'était un challenge médical, de standardisation des données médicales, de les rendre internationales puisqu'on le voulait multilingue. Le deuxième challenge était évidemment technologique, parce qu'il fallait trouver la meilleure solution technologique pour répondre à la problématique. Et la troisième était juridique, parce qu'on s'adressait immédiatement et tout de suite à des échanges transfrontaliers à travers donc, toutes les problématiques d'hébergement de santé. Et donc le challenge était difficile. L'objectif était de stocker, centraliser le dossier médical, les informations, d'en sécuriser l'accès, de répondre à un besoin évidemment de coordination du sport du haut niveau, et je pense que Philippe Krenz tout à l'heure va pouvoir vous expliquer comment ça se passe, et surtout de répertorier et de standardiser les pathologies liées au sport, parce que nos clients ont été et sont aujourd'hui donc les fédérations sportives qui ont un besoin qui est de répondre notamment au monde de l'assurance et de montrer qu'on fait des études statistiques poussées sur les pathologies et sur les blessures. Et donc on avait là une niche qui était, qui nous donnait la possibilité de développer un marché. Évidemment, dès l'instant où on standardise et on héberge ces pathologies, évidemment l'idée c'est d'optimiser la recherche médicale vers une prévention adaptée. Donc, si tu peux changer. Voilà. Alors, c'est toi qui fais le changement, merci. Voilà, donc on est allé voir un petit peu un grand nombre de fédérations. Je vous ai juste mis aujourd'hui qui sont nos clients. On ne va pas tous les reprendre, on les a à la fois au niveau des ligues et des clubs professionnels. Le monde du football est un de nos principaux clients, avec la Ligue 1 et Ligue 2 de football professionnel, mais également la Fédération française de football, l'équipe de France, etc. Il y a le monde du basket. Enfin, vous avez là tous les sportifs et toutes les fédérations auxquelles nous nous adressons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes contents des remontées statistiques et de l'évolution sur 6 ans de tous ces clients qui nous sont restés fidèles et qui considèrent qu'effectivement, on a apporté quelque chose au monde du sport médical. Si tu peux changer, merci. Alors, je me suis permis juste de vous donner un petit peu l'œil du médecin et de comprendre pourquoi, en mettant de côté le défi technologique et en mettant de côté le défi juridique, qui évidemment était important, pourquoi aujourd'hui cette référence médicale plaît, c'est par le travail. Effectivement, quand on a à la tête un médecin au niveau de l'entreprise, c'est qu'on va pouvoir se permettre de rendre une validation médicale importante au niveau du monde du sport. Et donc, le grand travail qui a été fait par la société IMS Pro, ça a été de standardiser toute l'information et toute la pathologie médicale liée au monde du sport. Donc on l'a classé, comme vous le voyez, à travers toutes les différentes localisations de la traumatologie.
Ensuite, donc, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le type de pathologie, d'appuyer à nouveau et on s'aperçoit qu'on va pouvoir enregistrer, in fine, sur un genou, une pathologie bien spécifique, bien standardisée. Et dès l'instant où cette pathologie est standardisée, ça veut dire qu'on peut la traduire en multilingue et qu'elle devient ainsi internationale. C'est, je crois, aujourd'hui ce qui fait une des grandes richesses d'Ascamon et qui a fait l'unanimité dans le monde du sport. Évidemment, notre travail s'est poursuivi non seulement pour l'enregistrement des pathologies, mais il s'est également poursuivi dans le diagnostic. Et on avait la chance, évidemment, en France, c'est un des grands atouts par rapport à l'étranger, d'avoir eu des grands professeurs comme le professeur Saillant, le professeur Rodino, qui ont standardisé l'information médicale, standardisé l'examen clinique, et fait qu'on peut aujourd'hui, grâce à eux, utiliser leur savoir et l'externaliser dans d'autres pays. Donc, vous voyez, là, c'est le même principe. On garde un examen clinique, on veut appuyer sur un signe articulaire, continue, on sélectionne. Donc, le confrère qui va sélectionner la pathologie peut, en cliquant, faire son dossier médical et ainsi, j'allais dire, déboucher vers le futur, vers une intelligence artificielle au niveau de l'examen clinique. Et je crois qu'on est dans cette disposition-là. Tu rappuies, merci. Voilà, donc ça nous a permis de pousser les examens assez loin, rappuie à nouveau. Et ce qui a plu aux fédérations, évidemment, c'est qu'une fois qu'on enregistre les pathologies, qu'on enregistre l'examen clinique, vas-y, on a la possibilité également donc d'attacher tous les détails qui surviennent dans la pathologie du sport. Vas-y. Et notamment de repérer un petit peu les circonstances des blessures qui surviennent en match, par exemple, ou qui surviennent dans un sport, en choisissant évidemment la façon dont le traumatisme est survenu. Et aujourd'hui, donc, toutes les statistiques qui sont présentées au monde du sport au niveau des fédérations nous permettent de faire une prévention des blessures à travers les terrains, la surface, les chaussures, l'utilisation de tout ce qui se passe dans le monde du sport et d'en faire un lien avec les pathologies. Voilà, donc évidemment le dossier Ascamon peut continuer. Voilà, on enregistre évidemment les durées des blessures, donc c'est très important pour savoir chaque blessure et faire des statistiques à la fin de l'année pour savoir le temps d'arrêt du sportif. Suivante. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, oui, non, continue. Voilà, donc je voulais juste vous présenter quelques statistiques qu'on fait régulièrement à travers Ascamon. Philippe en reparlera. Donc les sports professionnels qui sont concernés, le football, le basket, enfin tous les sports qui sont là avec les fédérations qui sont nos partenaires. On continue et vous montrer que chaque année, on a la possibilité de recueillir des statistiques intéressantes, j'allais dire sport par sport, puisqu'on a une centralisation des données, mais que le logiciel est adaptable pour chaque sport, donc on peut se retrouver avec des pathologies qui sont différentes pour tous les sports. Un focus sur la Ligue de football professionnelle, et depuis 3 ans, donc on a le suivi des blessures, et on a la montée en puissance et l'étude de toutes ces blessures qui sont faites et étudiées, décortiquées par tout le staff scientifique de la Fédération française de football. On peut continuer. Voilà, donc là, simplement les statistiques qui sont sorties chaque année et qui nous permettent de voir à la fois le nombre de blessures au niveau des membres inférieurs, quelles sont ces pathologies, et bien sûr, derrière, aussi les temps d'arrêt. Des sportifs. Quand je suis arrivé dans le projet en 2007, on se rappelle que la première statistique à laquelle nous avions assisté, et c'est pas très loin pourtant, hein, c'était une statistique qui avait pris de nombreuses années et qui avait été faite par les arbitres en match. On avait pu noter que les blessures étaient inscrites par les arbitres, et c'était la première statistique qui sortait, et on s'était aperçu, c'est la première présentation, que la blessure dans un match survenait à la 62e minute. Voilà. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que quand on a repris nos statistiques derrière, on est tombé exactement sur les mêmes chiffres ensuite. Le joueur se blesse aux alentours de la 60e minute. C'est pour ça qu'on fait des changements souvent dans les matchs à ce moment-là, à la 60e. Voilà, donc
Je voulais dire que ce n'était pas évidemment un projet qui était de tout repos, hein, donc la solution que nous avons proposée, c'était assez compliqué, surtout avec l'hébergement des données de santé, avec toute la législation. Et pour le sport du haut niveau, vous comprenez bien qu'héberger des joueurs du football professionnel ou du tennis professionnel, c'est quand même extrêmement... ça demande une sécurité absolue. Et donc il a fallu montrer patte blanche. Et les données de toutes ces années, on a la progression aujourd'hui pour montrer que l'implication des médecins, et là c'est un vrai challenge, et on a une échelle qui est intéressante parce que aujourd'hui vous savez que les médecins sont un petit peu frileux, n'ont pas beaucoup de temps pour rentrer ces données. Et dès l'instant où on passe par le médecin, on est toujours un petit peu face à ce blocage médical vis-à-vis du côté informatique. Et on est assez fiers de montrer que grâce à l'appui et au soutien des fédérations qui ont incité justement nos médecins à travailler, on a eu une progression sur 7 ans des enregistrements médicaux et que finalement c'est un bon résultat. Je vous remercie. Merci Patrick et merci pour le travail. Voilà, maintenant on va passer sur le point 3 sur la santé connectée côté patient, donc pour aller vers les usagers finaux. Et je vais donner la parole à Monsieur Paquin ou Dr Quentz, je ne sais pas lequel vous voulez prendre. La parole, si voilà. J'arrive à avoir les slides qui apparaissent. Voilà. Je vais laisser notre maître de conférence le faire. On y est, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Fabrice Paquin, je suis fondateur et CEO d'une jeune start-up qui s'appelle IgniLife, dont la vision était assez simple, c'était comment apporter de la valeur ajoutée dans les systèmes de santé qui, vous le savez, ça a été abordé auparavant, sont en difficulté aujourd'hui de par l'explosion des maladies chroniques, de par l'augmentation des coûts et également le vieillissement de la population. Et donc on s'est dit, en partant de la base de certains chiffres, qu'il y avait des choses à faire. Si on sait d'abord qu'à peu près 75% de la dépense santé aujourd'hui, et ça c'est à un niveau mondial, sont représentés par le soin, et notamment le soin de maladies chroniques. On sait aussi qu'une bonne partie de ces maladies chroniques, finalement, sont évitables par une bonne hygiène de vie. Et il y a donc certainement un intérêt de capaciter les personnes à s'engager plus, à devenir acteurs de leur santé pour justement éviter ou retarder l'apparition de maladies chroniques. Et c'est toute la philosophie d'IgniLife. On passera à la prochaine slide. Et IgniLife a réuni une équipe très collaborative et multidisciplinaire, composée à la fois de médecins. Donc il n'est pas rare en e-santé de voir des médecins, et je pense que justement vous allez au mois de novembre une conférence à Paris sur, je crois décembre, ce qui s'appelle le web, qui est très connu. Vous allez voir pour la première fois sur la scène de nombreux médecins parler et s'exprimer. Donc pour vous dire que finalement dans le domaine de la e-santé, le travail collaboratif avec le médecin est très important. Mais on y ajoute également des compétences évidemment d'ingénierie et des compétences assez très importantes pour l'expérience utilisateur de design. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons à IgniLife? On est une plateforme web mobile qui aide les personnes à devenir acteurs de leur santé et bien-être pour adopter des styles de vie plus sains et toujours dans cet objectif, comme je vous l'avais dit, d'éviter l'apparition de maladies chroniques. Alors on a fait une petite vidéo qui va vous dire en 1 minute, puisque c'est difficile de faire des démos aujourd'hui, un petit peu ce qu'on fait. Donc ça sera la prochaine slide. Alors peut-être que dans le background, et voilà, c'est bon. 50% des maladies chroniques seraient évitables par une meilleure hygiène de vie. Tension artérielle, stress, alimentation, surpoids, cholestérol, addiction au tabac ou à l'alcool, sédentarité sont autant de facteurs de risque. Vos choix influencent votre santé. IgniLife vous aide à prendre les bonnes décisions et les mettre en œuvre durablement. Prenons l'exemple de Marie. Comme beaucoup de personnes, elle mène une vie accélérée et déséquilibrée. Alors Marie a pris la résolution de reprendre le contrôle de sa forme et de son bien-être. Mais elle aura besoin d'être soutenue et bien informée pour s'engager totalement. Elle a découvert IgniLife, son nouveau compagnon santé au quotidien. Après un bilan global en ligne, elle connaît ses principaux facteurs de risque et leur influence future. Marie choisit ses objectifs prioritaires et IgniLife lui présente un programme personnalisé à ses besoins et préférences. À son rythme, Marie va pouvoir réguler son alimentation, apprendre à contrôler son stress, reprendre une activité physique. IgniLife connaît Marie et lui indiquera automatiquement les examens de prévention qu'elle doit réaliser. Prendre individuellement conscience de ses risques et modifier ses habitudes en conséquence est la meilleure façon d'aborder l'avenir en bonne santé et actif.
Merci. Peut-être passer à la prochaine slide. Donc on va juste vous présenter un petit peu le produit. Ce qui est important dans les domaines de l'e-santé et ce qui nous semble, nous, important, c'est d'abord, il y a une nécessité vraiment d'information des personnes ou des patients et d'une information qui leur soit le plus personnalisée possible et qui leur soit le plus compréhensible possible. Si vous n'arrivez pas déjà à ce premier objectif, il sera très difficile pour la personne de s'engager pour sa santé. Donc l'information, c'est la manière de capaciter cette personne et d'entrer dans la participation et la collaboration. L'autre point qui est majeur, c'est de la motiver à aller vers le changement comportemental. Donc on a la chance, je pense, avec les nouvelles technologies, d'avoir plusieurs moyens de motiver les personnes, à la fois par, je dirais, des aspects ludiques, des aspects ce qu'on appelle, nous, de gamification, c'est-à-dire d'appliquer des techniques qui sont utilisées dans le jeu pour des applications qui ne sont pas des applications de jeu, donc avec des systèmes de points, des systèmes de badges. Autre point qui est également essentiel, c'est pouvoir partager, c'est de ne pas se retrouver seul, mais d'être, je dirais, connecté à d'autres personnes qui peuvent partager les mêmes soucis que vous, et à ce moment-là, les encourager, ou en vous-même encourager d'autres personnes, trouver du support, partager la manière dont vous avez pu faire une activité ou en faire une autre. Autre point qui nous semblait important avec InnyLife, c'était ne pas rester uniquement sur le conseil, mais de faire appliquer les conseils, c'est-à-dire de rentrer dans l'action. Et je dirais que 70% des choses que vous pouvez faire sur InnyLife, ce sont des actions, ce sont principalement des objectifs, des mini-objectifs, qui sont personnalisés à vos besoins grâce à l'évaluation en ligne initiale, et qui vont mettre finalement tous les jours, très progressivement, petit pas à petit pas, eh bien, passer, par exemple, vous êtes aujourd'hui à 3 ou 4 000 pas, de comment vous faire passer à 5 000, puis à 7 500, puis à 10 000, et de le faire très progressivement, sans être des objectifs trop ambitieux pour qu'ils soient réalisables. Donc, cette application, elle est disponible aujourd'hui sur web et sur mobile. Vous la trouverez sur Android ou sur Apple Store. Peut-être passer sur la prochaine slide. Et avec différentes fonctionnalités que j'ai pu aborder, donc l'évaluation santé qui vous permet d'avoir votre score santé, qui est un petit peu votre indicateur d'où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos facteurs de risque également. À partir de là, cette personnalisation par des programmes dans lesquels vous allez trouver donc beaucoup de mini-objectifs sous forme d'action, des fiches conseils, des quiz également pour un petit peu jouer en vérifiant si finalement vous avez acquis les connaissances ou pas, des contenus très riches, à la fois parce qu'on a mis en place beaucoup de sessions vidéo de différents types d'exercices, que ce soit dans les domaines du mindfulness, en termes de méditation, d'exercices de respiration, que ce soit dans des domaines de l'activité physique, notamment de tout ce qui est assouplissement ou de musculation adaptée. Vous pouvez également intégrer l'ensemble de vos objets connectés et de visualiser, de consolider l'ensemble de vos données sur un tableau de bord unique. Donc, admettons que vous ayez un bracelet qui va prendre en charge votre activité, vous avez une balance, ou vous avez, pourquoi pas, un glucomètre. Et bien, l'ensemble de ces activités-là, l'ensemble de ces données sont consolidées dans un tableau de bord. Un tableau de bord sur lequel nous, et là c'est un point essentiel, la donnée c'est très intéressant, la visualiser sur des beaux graphes c'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objectif principal, je dirais, d'un objet connecté. Ce qui est très important dans l'utilisation de ces objets et dans la visualisation de ces données, c'est comment on interprète ces données pour finalement plus aller dans l'action, donc mieux comprendre ce qui se passe et avoir la bonne guidance pour passer d'un pas à un autre. Donc nous, ce que l'on fait, c'est évidemment, on enregistre ces données, on les analyse, et après de cette analysation, on donne une guidance personnalisée pour aider la personne à atteindre ses objectifs. Et enfin, une autre fonctionnalité qui est en place, qui est le MAG, là c'est plutôt par rapport aux préférences de chacun de nos utilisateurs. Donc nous, on travaille sur l'ensemble je dirais, de l'accompagnement d'une personne. On est à la fois sur ce qu'on appelle, nous, la clinique préventive, on est à la fois sur des thèmes d'activité physique, sur des thèmes de la nutrition, mais également, et très important, sur des thèmes de la santé émotionnelle. Donc dans le MAG, en fait, vous avez des articles, toujours liés à une publication scientifique, qui va vous accompagner sur ces différents domaines. C'est pas grave, on va continuer sans ça, on peut rester dessus, mais juste pour vous dire la valeur ajoutée que nous avons apportée donc, pour nos utilisateurs, donc on est très, nous, orientés sur nos utilisateurs. C'est à la fois donc, des programmes personnalisés, c'est aussi, on a été guidé par la preuve scientifique, donc vous ne trouverez pas des régimes exotiques ou d'autres choses de ce type. On est uniquement guidé sur les publications scientifiques et les recommandations des sociétés savantes.
Évidemment, la compatibilité des objets connectés, le design et la gamification. Un aspect aussi important pour savoir un petit peu aujourd'hui, on n'a pas trop abordé ces questions-là, mais ce sont des questions très importantes dans les domaines de l'e-santé. Il y en a plusieurs qui sont importantes. La première, c'est les business models. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des business models pour faire développer ce type d'application et les distribuer? Nous, on a trouvé un business model avec IgniLife. On voulait absolument que l'accès à une prévention personnalisée soit gratuit pour nos utilisateurs. On a donc rencontré de nombreuses compagnies d'assurance en France, mais aussi à l'étranger, et qui aujourd'hui nous achètent en fait des licences par chaque utilisateur connecté et nous distribuent ensuite gratuitement ces licences pour l'ensemble de leurs membres qui souhaitent se connecter à IgniLife. Donc ça, c'est un premier point. Les deuxièmes points qu'il faut connaître, les barrières, on va dire, ou les nécessités qu'il faut dans les domaines de la e-santé pour qu'elles soient élargies à tous, et surtout qu'elles rentrent de manière collaborative avec le système de santé, je dirais c'est la preuve scientifique, c'est-à-dire il y a un besoin aujourd'hui de valider un petit peu les applications, il y a un besoin de mettre en place des protocoles de santé, des protocoles de recherche pour s'assurer qu'effectivement il y a de réels bénéfices à ces applications. Un autre point qui est important dans l'e-santé, c'est effectivement tout ce qui est le réglementaire. Il y a aujourd'hui des certifications qui devraient se mettre en place pour justement dire si cette application peut avoir effectivement un intérêt dans le domaine sanitaire ou pas. Le choix des applications dans les stores vont être très compliqués, mais le fait de pouvoir arriver à des certifications vont permettre un petit peu de réduire le choix et de le rendre plus crédible. Et l'autre point, vous le savez très bien, il vous concerne tous, c'est tout ce qui est la protection, la confidentialité des données. Donc nous, dessus, on respecte tout à fait cette confidentialité et cette sécurité, puisque tout est anonyme sur notre plateforme. Mais ça pourrait être un frein, et je pense qu'il faut beaucoup communiquer dessus, sur le fait qu'on peut, en respectant la réglementation, bénéficier de services à forte valeur ajoutée. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On posera les questions à la fin. On va laisser, merci Fabrice, on va laisser la conclusion aux médecins des stars du ballon rond de l'AS Monaco, le docteur Philippe Coens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai la chance de m'occuper des footballeurs de l'AS Monaco depuis une dizaine d'années. C'est une population particulière. C'est une population chez qui la santé est liée à la performance, mais la santé est évidemment prioritaire. Et j'ai le plaisir de vous faire partager l'approche d'un groupe qui bouge, qui a un match tous les 3 jours en ce moment, avec des joueurs qui eux aussi bougent. On a 13 internationaux qui sont par-delà les frontières. Et voilà un peu comment ça se passe. Notre cahier des charges en termes d'e-connexion, c'était, Patrick Couder l'a rappelé, d'avoir quelque chose de sécurisé, parce que toutes les données de santé sont bien sûr très confidentielles, mais là encore plus, parce qu'il y a une exposition très importante. Et là, conformément aux recommandations de la CNIL et conformément au fait que Monaco préserve ces données, c'était pour nous très important, la sécurisation. On y a fait face. Le côté international, oui, un logiciel trilingue, ça c'est parfait, c'est ce qu'on utilise pour le moment. Et enfin, un partage et une accessibilité la plus large possible. Alors, un dossier médical, comment ça se passe? Un joueur arrive, il va falloir constituer un dossier. La plupart du temps, on n'a quasiment rien. On n'a quasiment rien parce que il y a une espèce de clause de confidentialité. Le joueur qui arrive veut se faire engager, n'a pas toujours un dossier tel que finalement le patient lambda a. Donc on fait un bilan d'engagement, un bilan clinique complet, on reconstitue l'ensemble de son dossier médical et puis on le stocke. Deuxième partie de notre action, c'est en cas de blessure. Comment gérer la blessure? On est toujours dans l'urgence, on est toujours dans la saisie de données massive, on est très rapidement dans l'échange. Donc, oui, on filme les actions, on va pouvoir le stocker sur notre logiciel, on fait une analyse des circonstances, on a le diagnostic clinique qui est enregistré de façon la plus précise possible. Oui, on va stocker également les images, les examens complémentaires, les IRM, etc. Et puis on va faire de façon classique, je dirais, pour une ordonnance médicale, la liste des traitements, les protocoles de rééducation,
préciser les séances de kiné éventuellement, le nombre et tout le protocole. Également un suivi administratif d'une blessure qui est essentiel puisqu'il y a des conséquences économiques très, très importantes compte tenu des contrats d'assurance et tout ceci doit être parfaitement carré. Il était important pour nous de pouvoir accéder à ces données et les rentrer par des systèmes comme le web ou des tablettes. Nous rentrons les blessures de match quand on est à l'extérieur dans le bus pour donner à cette base de données le maximum d'informations et pour permettre à l'administratif de traiter en amont les dossiers. Ce qui est intéressant, c'est que tout est archivé, tout est numérisé et bien sûr, compte tenu de l'importance des dossiers, pour nous, c'est tout à fait capital. Alors, qui a accès à cette banque de données? Les médecins du centre de formation également, puisqu'on s'occupe d'un pôle de 30 joueurs professionnels, et puis également, avec mon collègue le docteur Flamand, de 70 gamins qui sont dans les différentes catégories d'âge. Eux aussi sont tous groupés dans notre logiciel. Alors oui, les médecins, les kinés, les psychologues, les ostéopathes, les dentistes, les biologistes, les podologues, etc., tous ceux qui œuvrent à constituer un véritable dossier complet et opposable. Je vous l'ai dit, l'administration, le secrétariat administratif est également connecté et a un accès, mais localisé, partiel. Ça, c'est l'intérêt, c'est de donner un accès partiel aux différentes corporations pour pouvoir traiter au mieux. De la même façon, l'assureur peut également avoir accès à certaines données et ça nous aide bien sûr à constituer les dossiers. La médecine du travail, nous sommes soumis à la médecine du travail et la plupart de nos accidents sportifs sont des accidents du travail. Donc là aussi, l'importance d'échanger et de permettre par un code aux médecins du travail d'aller regarder les bilans qui ont été réalisés, ce qui nous évite, un, de les refaire et deux, qui permet aux médecins de travailler dans les meilleures conditions possibles. Les médecins des fédérations nationales, je viens de vous dire qu'il y a 13 joueurs qui sont à l'extérieur, on donne l'accès à ces médecins au dossier médical pour une durée de 15 jours. C'est le temps qu'ils sont avec les équipes nationales pour avoir les données, pour pouvoir interchanger avec nous sur ces éléments-là. Les médecins de nouveaux clubs, je vous ai dit tout à l'heure, quand le joueur arrive, la plupart du temps, il n'a rien. Quand il part de chez nous, il a tout. Parce qu'il part avec un dossier numérisé complet, accessible par un code, et simplement, le nouveau médecin a le code et a le dossier complet. Je crois que ça, c'est capital pour la santé, d'avoir une vraie linéarité des informations. Et enfin, je vous l'ai dit, l'archivage. Alors, l'intérêt de tout cela, Patrick l'a rappelé, c'est la statistique également. La Ligue de football professionnel sponsorise ce logiciel qui est devenu le logiciel officiel. Ça concerne 1800 joueurs environ qui sont checkés à chaque blessure. On sait quelle était la température extérieure, s'ils avaient des crampons moulés, si ça s'est passé à la première ou à la dernière minute et comment ils ont été évacués du terrain, par exemple. Ça nous permet, à travers ces statistiques, de vous dire que X% de joueurs ont eu une blessure de la cheville gauche sur terrain synthétique de mai à juin. Ça, c'est quand même des données importantes pour la compréhension de la médecine, mais également sur la compréhension des mécanismes de la blessure, au sens le plus large. Est-ce qu'on continue avec les terrains synthétiques ou est-ce qu'il y a une différence significative ou pas significative? Ça nous permet d'y répondre. Je crois que c'est important. Les perspectives, il nous manque l'ensemble des éléments de la préparation physique, mais nous y travaillons. Il nous manque une partie des éléments de la récupération. Avec un match tous les 3 jours, la récupération est importante. Et nous y sommes très attachés. Sans vouloir plus en dire, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est sommeil, sur tout ce qui est alimentation, sur ce qui est micronutrition, nutrition, sur tout ce qui est oligo-éléments, sur des éléments un peu spécifiques comme l'entraînement visuel. Bref, si on arrive à rentrer l'ensemble de ces données, à les couper sur des données d'entraînement, combien d'heures d'entraînement, dans quelle situation ça a été fait, la musculation, quel type de musculation, on sait que l'excentrique va occasionner plus de blessures, plus de micro-ruptures. Si on arrive à intégrer toutes ces données, on arrive à prédire des blessures, à limiter les risques, très certainement à limiter les risques, et à permettre finalement nos 2 objectifs principaux qui sont à la fois garder la santé et à la fois optimiser la performance en toute sécurité. C'est vers là que nous tendons à
à l'intérieur de ce groupe, trouver une ultra-personnalisation de la performance et de la récupération. Voilà en gros les quelques mots que je voulais vous dire. Oui, on avait besoin de cette application multilingue, spécifique dédiée au sport. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Patrick Couder tout à fait à l'origine et participer aux premières réflexions et à développer aujourd'hui ce logiciel Ascamon qui évolue de façon très, très intéressante dans le football professionnel et tout doucement français et tout doucement européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe. Béatrice, y a-t-il une vie sur le web? Oui, effectivement, il y a une question sur Internet. Oui. On a un internaute qui nous demande où se situe la France et Monaco au point de vue mondial dans le domaine de la santé connectée. Difficile à dire. Merci pour la question. Aujourd'hui, les États-Unis ont pris beaucoup d'avance, encore une fois, bien entendu, à la fois porté par le capital risque qui est très puissant aux États-Unis, mais aussi des vraies nécessités de changement parce que les coûts de santé sont beaucoup trop élevés. Ils sont face quand même à des problèmes très graves. Et donc, il y a eu énormément d'innovations aux États-Unis. L'Europe est un peu en retard, mais commence à le rattraper. Comme d'habitude, elle prend un peu plus de temps, mais elle le rattrape avec des solutions de qualité. La France, on estime que c'est un marché dans les 2 ans qui va atteindre les plus de 3 milliards d'euros dans le domaine de la e-santé. Donc c'est un marché qui est quand même en forte croissance avec des entreprises assez dynamiques, même très dynamiques et plutôt innovantes également. Donc je pense que les États-Unis sont devant, mais l'Europe est en train de rattraper son retard. D'accord, merci. Patrick, tu voulais intervenir sur le sujet, pardon. Oui, simplement pour, dans notre petite niche, dans notre petit monde du sport, nous situer. C'est vrai que j'entends effectivement, il y a beaucoup de travail qui se fait dans le monde entier, mais on a l'occasion justement d'être confronté à tout un tas de pays avec nos athlètes qui partent, puisque comme l'a dit Philippe, ils partent dans les équipes nationales à travers le monde. Nous-mêmes, nous voyons à l'Open de tennis de Monaco passer l'élite mondiale du tennis tous les ans, régulièrement. Et voilà, moi le message que je voulais dire, c'est que franchement, on n'a pas à rougir. Il y a quand même eu beaucoup de retard partout dans le monde de l'e-santé, que c'est en train de bouger, mais que la France et tout ce qui se passe actuellement à Monaco et en France est vraiment d'avant-garde. Et actuellement, on s'intéresse justement à nos logiciels dans le monde du sport. On s'intéresse aussi bien en Europe que même aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est vrai que les pays anglo-saxons sont vraiment moteurs et poussés parce qu'il y a tout un contexte d'assurance sociale derrière, avec des assurances qui sont privées et qui veulent optimiser absolument la santé. Et donc le contexte économique fait que beaucoup de moyens sont mis là-dessus, ce qui est peut-être un petit peu différent en Europe. Mais au niveau de l'ingéniosité et de l'innovation, on est quand même bien placé. Moi, je pourrais rajouter un point, c'est qu'en France, en tout cas, au niveau législatif, il est possible de faire de la télémédecine, parce qu'il y a une loi qui le permet. Aujourd'hui, je crois que c'est plus aussi un problème de financement, parce qu'en fait, les médecins ne sont pas forcément rémunérés, ou les professionnels ne sont pas forcément rémunérés. Donc c'est un frein, je pense, aussi au développement. Par contre, dans les pays nordiques, effectivement, ils sont plutôt en avance aussi sur ces domaines-là. Voilà, donc je crois que si on arrive à trouver un bon modèle économique, peut-être aussi avec les assurances privées ou les mutuelles, ça pourrait accélérer, on va dire, l'implantation et le développement de la santé connectée en France et à Monaco, bien entendu. Merci Marie-Agnès. Oui, donc en fait, je ne sais pas si nous avons des questions dans la salle. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que dans la suite de cette troisième table ronde, nous avons un networking, donc avec ensuite après une petite collation offerte par la CDE. Donc soit on pose les questions pendant le networking, et donc en fait cette petite collation, soit vous avez déjà des questions à poser là et on est à votre disposition. Sinon, on clôt les débats et on continue un petit peu plus loin. Merci. Donc, à plusieurs reprises dans la présentation, il y a eu un mot qui m'a frappé, qui est lorsque vous parlez de plateforme dédiée.
Il me semble que dans la chaîne, c'est vraiment un élément clé de la qualité du service. Je dis ça parce que dans d'autres domaines, on utilise des plateformes dédiées pour fournir un service et très souvent, on s'aperçoit que la qualité pêche à ces niveaux-là. Je prends des exemples, même dans la téléphonie, vous avez un problème, vous téléphonez, vous avez une plateforme dédiée, et vous vous rendez compte que votre interlocuteur est très souvent au niveau du problème. Donc je transpose la réalité à ces projets qui sont vraiment très intéressants. Moi je pense qu'ils sont vraiment dans le sens de la demande. Est-ce que, parce qu'on a parlé de technique, on a parlé d'autre chose, mais on peut parler de cet aspect qui à mon avis reste un facteur déterminant de la qualité qui sera délivrée in fine. Est-ce que donc dans vos architectures, il est suffisamment pris en compte pour éviter qu'il y ait un problème de qualité à ces niveaux-là? Merci. Alors Patrick, je vais te laisser répondre. C'est bien là tout l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, je le redis pour nous, c'est d'obtenir la bonne réponse au bon moment. Donc on se rend bien compte aujourd'hui, avec la popularisation de tous les moyens qui ont envahi nos vies et qui font que nous sommes tous devenus beaucoup plus agiles avec un doigt, puisque nous avons même appris à faire du numérique grâce à un doigt, qu'il est important de mettre quelqu'un derrière tout ça. Il est clair qu'aujourd'hui, ça fait bien longtemps que nous faisons de la télémédecine. Regardez la qualité de gestion des appels en urgence qui sont aujourd'hui opérés par les SAMU. Et je ne pense pas que tous les jours dans les journaux, nous voyons des articles en expliquant que nous ne sommes pas capables de poser un diagnostic d'urgence. Au contraire, les équipes qui réceptionnent aujourd'hui les appels et qui les gèrent arrivent jusqu'à présent à filtrer correctement le besoin et à intervenir de façon qualitative. Mais l'enjeu, et vous avez raison de poser cette question, c'est que nous ne pourrons pas baisser en gamme pour essayer d'avoir finalement quelqu'un qui répond en n'ayant pas plus de connaissances sur le sujet, mais au contraire, amener les professionnels du secteur santé sociale à travailler autrement. C'est pour ça que nous sommes quelques-uns à nous être battus en expliquant que, certes, il y avait des enjeux technologiques, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel de la culture que nous devons adopter dans le domaine de la santé grâce au numérique, c'est le fait de vouloir travailler autrement, amener les compétences des principaux professionnels de santé à réaliser leur métier à travers finalement d'autres moyens. Mais la télémédecine, ça reste de la médecine. La téléexpertise, ça reste une expertise qui est rendue à un moment donné. Finalement, le mot à essayer de gommer, c'est le mot télé. Mais aujourd'hui, l'enjeu de la transformation du secteur santé sociale en France, c'est 2 millions d'emplois qui doivent apprendre à travailler autrement et pas forcément à essayer d'avoir la personne ou le demandeur en face. Et c'est ça que nous devons impérativement envisager et non pas d'essayer de trouver des solutions low cost où une personne va essayer de vous répondre en regardant une base de données et finalement sans connaître exactement le sujet sur lequel elle doit se positionner. Donc cette rigueur et cette obligation de qualité, c'est ce qui aujourd'hui est le moteur de l'innovation et la difficulté aussi de la transformation, parce que vous le savez bien, la nature humaine, c'est j'adore le changement, si possible chez les autres, et en temps normal, c'est toujours dur de lâcher un modèle d'exploitation. Un médecin généraliste qui a, excusez-moi l'image, 50 grognards dans une salle d'attente, ça le rassure à la fois d'avoir 50 grognards dans une salle d'attente, et pour l'instant, c'est pas évident pour lui d'envisager d'avoir peut-être 20 ou 25 personnes avec des rendez-vous téléphoniques ou avec des rendez-vous en visioconférence. Et donc cette mutation, nous devons l'accompagner, mais avec cette vigilance sur la qualité. En tout cas, c'est la condition de succès pour nos sociétés qui se sont habituées à un haut niveau de qualité en matière de santé, d'obtenir un changement qui permette, je dirais, des résultats nouveaux en matière de qualité. Merci Patrick. Donc je pense que nous allons clore... Ah, pardon, une question, excusez-moi, je n'avais pas vu. Une question rapide, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de souci. Monsieur parlait de télémédecine, éventuellement de télédiagnostic même. Une question m'est venue. Qui va le faire? C'est-à-dire que madame parle déjà de numerus clausus, de nombre de médecins, on importe entre guillemets déjà des professionnels de santé. Donc est-ce que c'est l'idée de télémédecine avec des personnes physiques, des médecins, ou on pourrait l'envisager par une intelligence artificielle, mais sur ce domaine, la référence absolue de l'intelligence artificielle, Google lance déjà ses propres projets. Donc je me demandais un petit peu comment vous voyez, comme disait monsieur tout à l'heure, ce business model. Alors, j'étais à la conférence S 2.0
ces derniers jours à Londres. On a eu beaucoup de plateformes intéressantes, de ce qu'on appelle des plateformes de deuxième avis, qui en fait connectent des patients directement à des médecins, justement, pour pouvoir poser des questions et de faire alors c'est pas du diagnostic, c'est plutôt du second opinion, comme ils disent. Et en fait, il y a aujourd'hui des plateformes qui existent sur le marché sur lesquelles finalement vous pouvez envoyer votre radio, vous pouvez envoyer vos examens à ces types de plateformes-là, et ensuite l'information est traitée par de vrais médecins et vous avez un retour qui vient derrière. C'est souvent pris en charge par des assureurs, justement ce type de service. Après, vous avez aussi des plateformes de second avis téléphonique. En France, vous avez un système qui s'appelle Médecin Direct, qui est aussi pris en charge par des assureurs et qui fonctionne. Après, on peut mettre en appui de cela, vous avez parlé effectivement de Google. La grande référence aujourd'hui, c'est le Dr Watson d'IBM. Ils mettent en place, je dirais, tout leur hardware très sophistiqué dans les domaines justement du prédictif et du data pour le mettre justement au service de la santé et du diagnostic. Je crois que Patrick et Patrick veulent aussi intervenir, donc on va... Non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'encore une fois, il y a une volonté, premièrement, à faire en sorte que des personnes puissent répondre à des besoins à travers simplement des modes de mise en relation qui seront différents du fait de prendre une personne et de l'amener à l'hôpital ou de prendre un rendez-vous et d'aller dans un cabinet médical. Donc là, clairement, on reste sur des pratiques qui sont rendues possibles grâce au numérique, mais qui restent des pratiques professionnelles traditionnelles. Après, je pense que dans bon nombre de domaines, et en particulier sur le traitement des signaux, nous avons très largement la possibilité d'automatiser un certain nombre de process. Quand on voit aujourd'hui la pandémie que nous avons en matière de diabète ou en matière de pathologie cardiovasculaire, un certain nombre de signaux ou d'alertes peuvent remonter et être traités automatiquement. Mais à un moment donné, si une décision doit être prise, et en particulier une décision de soins, elle sera très largement intermédiée par un professionnel de santé. Donc je ne crois pas qu'il faille opposer aujourd'hui la culture du numérique à la réalisation d'un métier, mais au contraire démontrer que nous pouvons progresser, parce que le vrai risque que nous avons aujourd'hui, c'est pas tant que des robots nous soignent, mais c'est qu'à un moment donné, un certain nombre de personnes ne puissent plus accéder à la bonne personne au bon moment. Et donc cette perte de chance, nous devons la traiter, et quand nous parlons d'innovation aujourd'hui, nous devons pouvoir rendre un système qui permette à chacun d'entre nous d'obtenir cette bonne réponse au bon moment, même s'il doit y avoir des phases d'automatisation dans le traitement d'un certain nombre de données. Patrick, tu souhaitais intervenir aussi, répondre à cette... Non, mais je ne veux pas éterniser le débat qui pourrait être passionnant, mais je pense qu'il y a... Les problématiques sont bien connues, hein, c'est l'implication du médecin, c'est le business model justement pour ces médecins, parce qu'un médecin jusqu'à présent considère que déjà il est un peu débordé et donc il a beaucoup de temps à consacrer à ses patients et beaucoup moins à consacrer à l'informatisation. C'est dommage, parce que c'est vrai que je me bats sur le fait que bien souvent, les choses élémentaires, si vous voulez, je me suis aperçu quand je suis arrivé comme premier médecin à l'Open de tennis de Monaco en 1988, qu'on est face à des stars. Ces stars, on imagine qu'elles ont forcément les choses les plus exceptionnelles, et puis finalement, on était ils étaient plus mal soignés que le courant des mortels qui a son médecin à proximité, alors qu'ils courent le monde et ils n'ont pas le temps de voir des médecins. Donc, si vous voulez, il faut toujours se reposer la question aussi, parce qu'on est dans le rêve aussi, on est dans tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre dans ces outils connectés, dans toutes ces immunisations, dans la médecine prédictive, dans plein de choses. Mais je dis qu'il faut aussi quand même rester les pieds sur terre et se consacrer aux éléments essentiels qu'ont besoin les patients aujourd'hui. Les patients ont besoin aujourd'hui d'avoir des données efficaces, essentielles quand ils sont en situation d'urgence et que les médecins puissent en prendre compte et en prendre connaissance, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas. Il y a des besoins comme ça qui sont essentiels et qui ne sont peut-être pas encore couverts, et il faut aller progressivement vers ça en gardant ce cap de rester les pieds sur terre et de rester vraiment au service des patients et de ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Et pour finir, une chose est quand même importante, je crois que nous sommes tous d'accord autour de la table, puisqu'il y a un petit peu un frein de la part du corps médical, il faut, et ça va dans le sens de l'histoire, vraiment remettre le patient au corps de son système, au cœur du système. Il doit reprendre lui-même en main la gestion de sa santé, et on doit aller vers lui donner des outils pour qu'il puisse reprendre cette gestion. Et je dirais, et là les médecins suivront derrière, il faut mâcher le travail, pour les médecins, pour qu'enfin, derrière, ils se disent « Ah ben oui, tiens, ils m'ont mâché le travail, j'ai plus qu'à signer, à dire ci ou ça, et je n'ai pas à m'embêter à passer du temps. » Donc il faut apporter des outils efficaces, simples, et qui soient utiles pour les médecins, qui ne leur fassent pas perdre de temps. À partir de là, je crois que tout le monde rentrera dans le processus.
Parfait. Merci. Donc nous allons clore cette table ronde, vous remercier nos intervenants et puis continuer donc ces discussions, ces échanges pendant ce networking et cette collation. Voilà. Merci bien.